Bonjour, vidéo numéro 23 sur la photo d'objet ou la nature morte. Voilà. Ce sont deux termes équivalents et c'est un domaine de la photographie qui se trouve à la croisée de plusieurs domaines intéressants qui vont demander des techniques spécifiques et des investissements spécifiques. Alors, investissement pas forcément financier, mais passer du temps, c'est déjà y passer de l'argent. Par exemple, la photo d'objet, c'est déjà de la photo de studio. Photographier un objet, on suppose dans un contexte complètement séparé de son milieu naturel et donc ou dans un milieu naturel recréé, et donc ça nous ouvre à la problématique de la photo de studio. Photographier un objet, ça peut être un petit objet et on s'approche du domaine de la macrophotographie. La macrophotographie qui est normalement la vidéo suivante. Photographier un objet va commencer à nous poser sérieusement les problèmes de la colorimétrie, car on s'approche de la photo de catalogue ou du packshot, et donc demande ainsi un soin à la prise de vue que tout ce qu'on a vu avant ne nécessitait pas réellement. Alors quand je dis photo d'objet, nature morte, alors quand on dit nature morte, on se rappelle tout de suite enfin on se rappelle tout de suite, non, si on peut se rappeler, parce que si on a forcément vu ça dans les cuisines, pas dans les cuisines, dans les salles à manger d'autrefois, il y avait toujours un tableau avec un faisan déplumé, une coupe de fruits ou des choses comme ça. Donc c'était un thème de décoration dans peinture pour tout ce qui était salle à manger, des choses comme ça, où on faisait des natures mortes volontiers avec de la bouffe. Voilà, c'est intéressant de savoir que les gens photographient de la bouffe. Ça s'appelle de la food porn. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, ça m'a beaucoup fait rire. Bon, enfin bref, donc toujours est-il que on peut être intéressé pour photographier des objets, faire des natures mortes, des choses comme ça. Ne serait-ce que faire de la photo d'objets pour vos collections, forcément nombreuses et variées. Faire de la photo d'objets pour les assurances, faire de la photo d'objets pour vendre un objet sur eBay ou sur le Bon Coin, c'est intéressant. Et donc, du coup, la photo d'objet pose aussi les problèmes donc, de photo légale, puisqu'elle va rentrer en compte dans un contrat d'assurance, contrat de vente implicite. Voilà, vous présentez une photo d'une BMW et puis si vous livrez une Citroën, et ben, la personne va dire je comprends pas. Moi j'avais cliqué sur la photo parce que c'était une BMW et puis j'ouvre et puis c'est une Citroën. Comment ça se fait? Elle dit c'est mon objectif qui déforme. Non, c'est pas possible. Vous comprenez bien que c'est pas possible. Voilà. Donc, dans la photo d'objet ou la nature morte, il faut à 99% des photos, il faut respecter la colorimétrie de l'objet. Voilà. Donc, alors soit on respecte la colorimétrie de l'objet, 99%, ou le 1%, c'est on respecte la colorimétrie de l'éclairage inclus dans le cadre. Alors, par exemple, si vous dites, tiens, je vais faire une photo façon
visite de cave, donc j'installe ma bouteille couverte de poussière avec mes 2 petits verres ONF, là, c'est pas ONF, c'est, je me souviens plus, œnologue, là. Et puis un petit bougeoir avec une petite bougie, et des choses comme ça, et puis je vais faire ma photo comme ça. Et bien, si vous mettez une bougie dans le champ, on ne s'attend pas à avoir une colorimétrie parfaite, mais à avoir une température de couleur d'une bougie. Voilà, c'est aussi simple que ça, si la bougie est allumée. Parce que bien sûr, forcément, la bougie est allumée et l'exposition fait qu'elle n'est pas cramée, et ainsi de suite. Voilà. Donc, si vous utilisez, si dans les photos d'objets ou dans les natures mortes, surtout dans les natures mortes, la nature morte, on sent bien que la nature morte, il y a un aspect artistique. La photo d'objet, il y a un aspect contractuel, normatif, pour faire de la vente ou pour les assurances. Donc, pour ce faire, pour être sûr de ma colorimétrie, moi j'utilise très souvent une charte Photo Checker, Color Checker de chez Easylight. Donc j'ai acheté le kit Color Checker et je l'utilise. Alors je mettrai une photo en exemple. Alors d'habitude ces photos-là je ne les développe pas, mais j'en développerai une pour vous. Et donc il y a une photo de l'objet avec la mire, et puis une photo de l'objet sans la mire, et voilà. Pour faire ce type de photo, il faut sortir l'attirail, c'est-à-dire qu'il faut sortir le trépied, il faut sortir le niveau à bulle, le trépied si possible avec une tête 3D. Il y aura une vidéo sur le trépied, je vous rassure. Alors d'abord on vérifie le niveau de l'objet, voilà. Le sujet et l'appareil photo créent un monde à part, hein. Alors, quand votre sujet est à l'extérieur et est un bâtiment, comme dans le cas de la photo d'architecture, bien sûr, votre objet est dans un monde à part qui est notre monde à l'extérieur. Donc on peut se rattacher aux constantes géographiques locales, c'est-à-dire à la verticale locale, et donc utiliser un niveau à bulle. Mais si vous photographiez votre objet posé sur un bureau qui est de guingois et qu'on ne cadre pas de fenêtre et qu'on ne cadre pas l'extérieur et ainsi de suite, vous faites votre cadrage par rapport à votre objet. Mais il faut vérifier à la position relative de l'objectif par rapport à l'objet, de façon à ne pas avoir la table en biais, le support en biais ou quelque chose comme ça. Donc il faut faire attention à ça. Il faut d'autant plus faire attention à ça à la prise de vue que ça ne se voit pas bien du tout dans le viseur. Hein, les viseurs sont finalement très très petits et choses comme ça. Donc si vous pouvez afficher le quadrillage, choses comme ça, mais même le quadrillage, c'est visuel, quoi. C'est-à-dire que vous allez voir un détail, et puis vous allez voir votre ligne, mais comme vous avez très peu de pixels, comme vous avez finalement très peu de pixels sur le viseur, sur l'écran de contrôle derrière, choses comme ça, on a du mal à bien voir, et en tout cas on voit beaucoup moins bien qu'avec un bon niveau à bulle. Voilà. Alors je m'aperçois en lisant mes notes que j'ai oublié un truc sur la colorimétrie. Donc la colorimétrie, soit on utilise un étalon externe, on utilise un étalon colorimétrique. Alors l'étalon colorimétrique, ça peut être le color checker, mais ça peut être aussi la charte de gris, hein, qui a une charte de blanc derrière, et utiliser dans votre système de balance des blancs, vous avez une solution vous avez un choix dans le menu qui s'appelle prédéfini ou preset ou chose comme ça. Et le principe, c'est vous allez photographier votre carton blanc, et puis vous allez dire à l'appareil photo, c'est là-dessus que tu fais la balance des blancs, voilà. Et
et il va scaler là-dessus. Alors c'est important de faire attention à ça parce que il faut faire attention au comment s'appelle au spectre des éclairages, hein, notamment avec les nouveaux éclairages à LED. C'est pas bien satisfaisant. C'est satisfaisant pour de la vidéo à une certaine température de couleur, mais c'est pas satisfaisant pour de la photo d'objet. Parce que les LED pas chers qu'on peut acheter sur eBay en Chine, c'est pas le top du qualité de ce qu'on peut trouver à 10 fois plus cher ailleurs. C'est aussi pour ça que je continue à tourner en lumière naturelle, parce que je n'ai pas trouvé de système d'éclairage qui me convienne par rapport à ce que je veux faire au total avec mon truc, donc je ne l'ai pas acheté. Voilà. Plutôt que d'acheter de la merde, je n'achète rien. Voilà, donc on revient à la mise en œuvre des choses. Donc on utilise un trépied avec une tête 3D. Hein. On met à niveau, alors ça c'est très important, on met à niveau la colonne du trépied. Voilà, le trépied, il y a 3 branches pour aller jusqu'au sol, et puis il y a une colonne ou une plateforme sur laquelle se fixe la tête 3D ou la tête rotule, et sur laquelle après on fixe l'appareil photo. Et c'est important pour ce genre de travail de bien vérifier que la colonne est parfaitement verticale, ou que le plateau sur lequel est fixée la tête 3D, donc c'est pas évident à palper à cet endroit, parce qu'en général il y a la tête à la place, mais que à ce niveau-là c'est parfaitement horizontal. Pourquoi c'est important? Parce que la tête 3D ou le mouvement de panotage de la rotule boule, s'ils ne sont pas parfaitement horizontaux, les deux, hein, le panotage et le panotage de tête 3D, eh bien vous allez travailler dans un système de repère qui va être incliné, et quand vous allez vouloir faire une toute petite retouche de cadrage en bougeant un peu l'objectif, en bougeant un peu l'appareil photo avec la tête, avec la rotule, ça va partir dans des directions qui ne vont pas être les directions cartésiennes prévues. Et ça va devenir une galère si vous voulez cadrer correctement un truc, parce que vous avez si vous tournez sur ce doigt-là, j'essaie de rentrer dans le truc, s'il est bien vertical, les deux autres tournent, mais s'il est incliné, vous tournez suivant un angle incliné, et ça fait un cadrage. C'est très très contraignant d'obtenir le cadrage que l'on veut quand la colonne du trépied n'est pas droite. On vérifie le niveau du sujet, parce que des fois le sujet, lui, il n'est pas vertical, notamment quand vous photographiez des tableaux ou des choses comme ça dans un musée. Voilà, dans les musées, des fois ils mettent le tableau parfaitement collé au mur, et puis des fois non, il y a un clou, une corde, des choses comme ça. Donc quand vous voulez photographier un tableau, vous vous approchez du mur, vous regardez si c'est plaqué au mur, ou s'il y a 15 degrés d'angle, parce qu'il y a une ficelle. Alors, le choix de focale. Alors, si possible, utiliser un pare-soleil. Oui. Alors, toujours utiliser un pare-soleil d'une manière générale. Là, je suis en intérieur, j'ai un rideau qui protège mon appareil photo du soleil, mais j'ai quand même mis le pare-soleil parce que je ne suis pas à l'abri d'un retour, d'un reflet ou quelque chose comme ça. Donc, d'une manière générale, toujours utiliser le pare-soleil qui est livré avec l'appareil photo, avec l'objectif, excusez-moi, parce que c'est aussi un bon protecteur mécanique pour éviter les problèmes dans les lentilles. Alors, dans le choix des focales, si on prend une focale courte, alors, pour les focales courtes, plus le sujet est proche, plus le fond est large facilement, et un fond large est facilement reconnaissable, et ça agit bien sûr sur la perspective de l'objet. Voilà. Donc si vous voulez photographier une Dinky Toy, une petite voiture, eh bien, si vous la prenez avec une focale très courte, alors pas
pas les Nikkitoi et les majorettes de cette taille-là, mais je veux dire celles qui sont un peu grosses, choses comme ça, eh bien, avec une focale courte, vous allez essayer de vous rapprocher de l'objet et afin de donner une perspective comparable à l'objet réel, par exemple, à l'objet échelle 1. Ça peut être intéressant. On peut aussi prendre une focale longue. Alors, on est avec, toujours pour le même objet, hein. On va être plus loin pour un cadrage identique. Et donc, le fond va être plus facilement flou et non reconnaissable. Et plus la focale est longue, plus on respecte l'orthoscopie du sujet, c'est-à-dire moins il y a de déformations dues à la perspective et donc moins il y a tromperie sur les dimensions de l'objet et choses comme ça. Donc typiquement, si vous faites des photos d'objets pour votre collection de bibelots pour l'assurance ou tout comme ça, vous avez intérêt à prendre une focale longue. Voilà. Alors, optique macro ou bonnette, optique macro ou bonnette ou bague à longe, mise au point manuelle et live view. Alors, ça c'est comment on fait la mise au point et comment est-ce qu'on obtient le grandissement que l'on veut. Voilà, parce que là on a parlé de distance focale. Alors on a parlé de distance focale, c'est-à-dire que, alors qu'en fait on aurait dû parler de taille d'objet. Voilà. Si votre collection ce sont les Bugatti échelle 1 de 1930, il va de soi qu'on n'est pas exactement dans la photo d'objet, on est dans la photo d'objet, mais on ne pensait pas qu'il serait aussi gros. Si votre collection c'est les graineries sculptées, c'est pareil, là on est aussi dans un domaine plus petit. Quand je parle de photo d'objet, bon, bah, ce sont des choses de dimension centimétrique, 1 cm, 2 cm, jusqu'à 1 mètre, voilà, jusqu'à 1 mètre. Il va de soi qu'une voiture qui fait plusieurs mètres va poser des problèmes différents d'éclairage, de studio, ou des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est pas impossible, je ne sais pas des moyens dont vous disposez. Peut-être que vous avez un hangar agricole que vous allez pouvoir transformer en studio photo parce que votre passion c'est la photo et plus l'élevage, et donc vous avez 3000 mètres carrés de terrain à couvert à transformer en studio. Et puis peut-être que vous avez à peu près 20 cm par 30 cm de surface de bureau raisonnablement facilement déblayable avec 2 lampes de bureau, et puis vous voulez quand même faire de la photo d'objet. Alors, donc, pour la photo contractuelle, il va de soi qu'on va chercher à obtenir la photo la plus irréprochable possible. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on va sortir l'objectif macro, par exemple. Et puis, pour les autres types de photos, type nature morte, des choses comme ça, on ne va pas forcément chercher un rendu super aiguisé, super sharp, super pointu, super résolu, et on va peut-être sortir l'objectif que l'on a, ou tout simplement utiliser l'objectif que l'on a. C'est très bien ça d'utiliser l'objectif que l'on a. L'objectif que l'on a fait de meilleures photos que l'objectif que l'on n'a pas. Et donc, il y a plusieurs façons d'obtenir la mise au point. Et notamment au début, si vous apercevez, quand vous allez faire vos premiers essais, que vous n'obtenez pas le domaine de mise au point voulu, que vous ne réussissez pas à cadrer votre objet assez serré parce que vous ne réussissez pas à vous approcher suffisamment près, donc ça c'est plutôt pour les petits objets, eh bien vous avez plusieurs solutions, donc soit l'objectif macro, mais ça nécessite d'acheter quelque chose de cher, et donc c'est tellement cher que ça vaut le coup d'y réfléchir à 2 fois avant de l'acheter.
et de ne pas acheter n'importe quoi. Vous pouvez commencer par acheter ce qu'on appelle une bonnette d'approche. La bonnette d'approche. Alors, c'est quelque chose que j'ai méprisé pendant très longtemps, parce que c'est la solution la moins chère. Donc, on se dit, si c'est pas cher, c'est pas bon. Et en fait, je veux dire, mythe entretenu à travers toutes les lectures que j'avais faites. Voilà, à travers tous les bouquins qui présentaient ça comme étant une solution de merde. Enfin, il n'y a pas d'autre terme, hein, je suis désolé, solution de merde. Ouais. Oh, c'est pas cher, t'achètes une lentille et puis voilà, pouf. Et en fait, si vous achetez une bonne lentille, c'est pas mal, c'est même plutôt pas mal. L'autre solution, ce sont les bagues à longe. Alors les bagues à longe, ce sont des objets que l'on met entre l'objectif et le boîtier et qui permet de gagner de la distance de mise au point. Le problème de la bague à longe, c'est que la majorité des objectifs que l'on a maintenant, ce sont des zooms. J'imagine que vous êtes comme moi, vous avez acheté un boîtier avec le zoom du kit, parce que c'est la solution finalement la plus raisonnable. Hein. Et puis voilà, et vous dites, est-ce que je vais mettre une bague à longe là-dessus, tout comme ça. Les zooms, alors c'est au cas par cas, ça, et il faut essayer pour le savoir. Il y a des zooms qui acceptent les bagues à longe et des zooms qui n'acceptent pas du tout les bagues à longe. C'est-à-dire que vous mettez une bague à longe et puis vous pouvez carrément plus faire la mise au point. Et je ne parle pas de problème de connexion électrique ou de quoi que ce soit, c'est simplement que le peu de tirage que vous rajoutez derrière, parce que c'est quelque chose qui se met entre l'objectif et le boîtier, donc ça éloigne l'objectif du boîtier. Hein, ça éloigne l'objectif du boîtier. Donc le peu d'allongement que vous mettiez, même en mettant la bague à longe la plus courte, fait que vous en avez ajouté déjà trop et en fait vous faites la mise au point, le sujet il faudrait le mettre dans les lentilles et donc ça passe pas. Voilà. Donc il y a des zooms, notamment les zooms courtes focales, donc genre 18-55 et trucs comme ça. J'ai pas fait l'essai, hein, mais il y a de fortes chances que ça ne supporte pas même une bague à longe de 8 mm, quoi, qu'est-ce que je veux dire. Et le problème de la bague à longe, c'est que comme c'est un système mécanique, il n'y a pas de bague à longe de 1 ou 2 mm. En Nikon, ça n'existe pas, en Canon non plus, parce que mécaniquement parlant, la baïonnette a une certaine épaisseur, et donc du coup, on ne peut pas faire plus court qu'une certaine longueur. Donc la bague à longe, voilà, c'est pareil. C'est la solution la plus qualitative et la moins chère, la bague à longe. La bonnette est la solution la moins chère en absolu et avec un niveau de qualité très acceptable. Et l'objectif macro est la solution la qualitative la plus chère. Voilà, possible. Voilà. D'une façon générale, dans la photo d'objet, la mise au point se fait manuellement, éventuellement avec le live view, avec la fonction loop du live view, choses comme ça, mais on fait la mise au point manuelle, tout simplement parce qu'il y a peu de chances qu'il se barre et qu'il bouge. Et par contre, il y a de possibilités que votre système autofocus décroche et se mette à faire la mise au point ailleurs ou choses comme ça. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les trucs de ce point de vue-là. Les petits objets. Alors, ne pas hésiter, alors pour la photo de petits objets, j'ai marqué ne pas hésiter à poser le fond sur un support pour surélever la table, voilà. Donc, si vous faites si vous voulez faire un peu pro, entre guillemets, hein, vous pouvez mettre votre objet sur un fond en papier, choses comme ça. Donc vous dites tiens, je vais parce que voilà, la collection de Schtroumpfs du gamin que je vais vendre sur Le Bon Coin,
si je m'amuse à photographier ça sur mon bureau en marqueterie du XVe siècle, peut-être que je vais donner à des voleurs l'adresse où est mon bureau du XVe siècle et je vais peut-être me faire cambrioler uniquement parce que quelqu'un a reconnu dans le fond une pièce de valeur. Ça arrive, ça arrive. Il y a des youtubeurs qui se sont fait cambrioler leur matériel parce qu'ils ont réussi à se faire localiser et des choses comme ça. Enfin, voilà, voilà. Donc, si vous voulez dire, moi, et puis peut-être vous dites, voilà, je veux faire de la photo d'objets, je veux faire de la photo comme dans les catalogues. Alors quand je parle des catalogues, je parle des catalogues de vente aux enchères, par exemple, qui sont très très bien faits, qui sont très très jolis, qui sont faits par des professionnels, hein, un catalogue de vente aux enchères. Quand je parle de vente aux enchères, je parle de Drouot, de Christie's, de Sotheby's, ou de choses comme ça. Hein. Je ne parle pas de l'hôtel des ventes de votre département, qui peut, de temps en temps, faire des ventes annuelles avec des très jolis catalogues. Alors, donc, pour les petits objets, vous vous installez à hauteur d'homme, hein, sur votre bureau, un truc comme ça, et si l'objet est petit et que vous faites 1m80, vous n'hésitez pas à empiler des livres ou des choses comme ça pour vous surélever, pour vous mettre de façon confortable. Et dans ce cas-là, il faut faire attention à la transparence des fonds clairs. Voilà, et donc, parce que ça va pas se voir dans le viseur, mais ça va se voir sur la photo, vous pouvez avoir des différences de nuances dans le fond, parce que sur la partie horizontale, il était posé sur un livre rouge, donc il va y avoir une dominante rouge, et puis ça va partir en biais, parce que vous allez relever le fond derrière pour faire un cyclo, du coup, vous allez avoir des problèmes de colorimétrie, et c'est parce que votre fond, en fait, avait une légère transparence, et a pris la couleur de ce qu'il y avait derrière. Donc il ne faut pas hésiter à doubler les fonds clairs d'un fond noir, par exemple. Et voilà. Donc si vous allez chez Cultura, vous allez vous acheter des feuilles de papier canson format raisin pour faire des fonds photos, eh bien toujours prendre 2-3 feuilles blanches et 2-3 feuilles noires, surtout des noires, parce que les blanches parce qu'elles se salissent, et les noires parce que ça va vous servir à faire à doubler vos fonds clairs, et puis ça va vous servir aussi à faire des... Alors, le terme photographique, c'est des nègres. Alors, des nègres, c'est des panneaux d'occultation pour couper la lumière, pour éviter... voilà, et donc on fait ça dans du carton noir. Voilà. Et donc, cette façon de faire pour les petits objets, de surélever, choses comme ça va vous permettre de placer beaucoup plus facilement les éclairages. Parce que bien sûr, là, on rentre dans le monde de Gulliver, hein, du géant, des choses comme ça, par rapport à l'objet. Et votre éclairage, même si c'est une modeste lampe de bureau Ikea, la Gluchtmut d'Ikea que vous utilisez pour faire vos éclairages, hein, c'est très bien, pas tout, pourquoi pas, c'est mieux que rien. Eh bien, elle a un diamètre de réflecteur qui est immense, et donc si vous voulez pouvoir amener votre objet, voilà, si vous pouvez avoir votre objet, et puis vous avez un réflecteur comme ça, et que vous dites, bah oui, je voudrais le descendre, et puis vous allez buter dans la table, d'accord. Donc, en surélevant votre objet par une pile de livres, des artifices, des choses comme ça, ça va vous permettre de gérer beaucoup plus facilement vos éclairages. Bien sûr, il faut unifier la température de couleur des éclairages, enfin, sauf choix artistique, on est d'accord. Hein. On parle technique, choix artistique, vos choix artistiques, ils sont vôtres. C'est à vous à faire plier la technique à vos choix artistiques, on est d'accord, hein, mais... Donc il faut unifier la température de couleur des éclairages. Et donc ça pose le problème de est-ce que j'achète une lampe ou est-ce que j'achète 3 lampes tout de suite. Parce que si vous achetez 3 lampes, vous êtes sûr d'avoir des ampoules du même lot. Et puis dans ce cas-là, vous êtes à peu près sûr d'avoir la même température de couleur, mais vous ne savez pas si le studio va vous plaire. Et vous ne savez même pas si ça va être adapté. Et puis si vous achetez une lampe, puis une lampe, puis une lampe, vous n'êtes pas sûr d'avoir la même température de couleur. Or, si vous voulez... unifier les températures de couleur, ça va être problématique, quoi.
Et donc il faut faire attention à l'IRC. L'IRC, c'est l'indice de rendu des couleurs. Donc ça s'écrit en pourcentage. 100%, c'est vous avez un spectre qui est parfaitement continu, un spectre de lumière. Vous avez un spectre de lumière parfaitement continu. Et donc, comme vous émettez de la lumière dans toutes les longueurs d'onde, eh bien votre objet qui lui va réfléchir suivant certaines longueurs d'onde en fonction de sa couleur, sera rendu correctement. Il en est de même pour ce qu'on appelle les tubes fluo. Fluorescents, ce qu'on appelait les néons autrefois, mais c'est aussi les ampoules à économie d'énergie, avec des tubes en verre qui cassent facilement, ce sont des tubes fluo. Voilà, et donc il faut faire attention à ça, parce que ce soit le système à LED ou que ce soit le système fluo, ce sont des systèmes d'ampoules qui reposent sur la réémission lumineuse de la poudre blanche. C'est-à-dire que votre tube fluo, en fait, à l'intérieur, vous avez une ampoule au mercure, qui émet des ultraviolets beaucoup et une raie verte assez dégueulasse. Et puis vous avez les ultraviolets vont servir à faire phosphorer, à faire une fluorescence, d'où le terme de tube fluorescent, à faire une fluorescence. Les ultraviolets excitent la poudre blanche qui réémet la lumière continue. Voilà. Et bien sûr, le perlimpinpin qui constitue la poudre blanche, il devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que l'on veut tendre vers un spectre continu, parce que ça veut dire qu'il faut mélanger en fait plusieurs variétés de poudre blanche qui vont réémettre de la lumière, parce que certaines vont réémettre dans le bleu, d'autres dans le rouge, d'autres dans le vert, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pour ça que si vous prenez un catalogue type Osram et que vous regardez à la page, que vous regardez le volume des tubes fluorescents, il y en a des pages et des pages, parce que suivant votre activité professionnelle, vous allez être intéressé d'avoir un tube fluorescent qui va avoir un rendu plutôt rose pour mettre dans votre étal de boucherie, ou un rendu plutôt bleu pour mettre dans un étal de vêtements, ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Voilà. En fait, il y a toutes les possibilités, sauf celle qui a vraiment un spectre continu. Donc, voilà. Donc il faut faire attention à ce qu'on achète, parce que on trouve de tout à tous les prix, et c'est pas forcément au niveau de qualité que vous attendez. Voilà. Et il y a des kits à 15 €, 30 €, 50 €. En cherchant bien sur eBay, on doit trouver des choses qui viennent de Chine, où on a quasiment tout livré pour la photo d'objet. Voilà, bon, à la limite, achetez ça pour voir où ça vous emmène, où ça vous emmène artistiquement parlant, par rapport à votre projet photographique, par rapport à ce que vous voulez faire. Et puis voilà, après tout, si vous voulez vendre, si vous voulez par exemple vendre, je ne sais pas, la collection de Schtroumpfs du gamin, parce que vous savez que, ah bah oui, c'est quand même recherché, et donc du coup, au lieu de les jeter, on peut toujours en tirer 5 ou 10 € pièce, et puis voilà. Bon, il va de ça que pour vendre une cinquantaine de Schtroumpfs à 5 € pièce, on ne va pas dépenser 1000 € dans l'éclairage. C'est logique, on va pas, enfin, j'espère que vous avez cette logique-là. Après, si vous voulez photographier votre collection de Rolex et de Patek Philippe et de Jaeger-LeCoultre pour l'assurance, on peut peut-être se faire un petit plaisir en s'offrant un éclairage correct. Alors les sources d'éclairage, comment ça fonctionne? Parce que il y a deux choses différentes, il y a deux aspects différents dans l'éclairage qui
qui sont pas forcément intuitifs et qui sont totalement... c'est pas intuitif parce que on le vit tout le temps. Oui. Donc on a un ratio douceur, dureté de l'éclairage. Hein. On a un axe de une lampe douce à un éclairage dur. Et on a un autre axe qui est le contraste. Le contraste d'une source, dans le contraste de la lumière que donne la source dans la scène. Voilà. Et le contraste, c'est la différence entre la zone sombre et la zone claire, et à quelle vitesse ça va. Et ce sont deux choses totalement indépendantes. Enfin, pas indépendantes. C'est-à-dire qu'on pourra très facilement faire une lumière douce, mais ça va devenir très cher si on ne veut pas qu'elle ait de contraste. Et on pourra assez difficilement faire une lumière dure avec beaucoup de contraste. Voilà. Alors, je m'explique. La douceur et la dureté d'un éclairage, c'est dû à la distance, c'est dû à la taille apparente de l'éclairage vu du sujet. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis éclairé par deux sources de lumière. Une source primaire, c'est le soleil, donc il y a un éclairage très très dur, puisque même si la source a un certain diamètre, hein, un beau diamètre, elle est très très loin. La source, elle a une dimension angulaire qui est connue, qui est de 1/2 degré. Ça fait 1/2 degré, le soleil. Et donc, ça correspond à un éclairage de spot de théâtre très très focalisé. Et comme elle est, par contre, donc ça me donne un éclairage très très dur, parce que elle a un angle de champ, un angle apparent qui est très faible. Par contre, elle n'a pas de contraste. Alors c'est bizarre parce qu'on me voit peut-être dans l'ombre et tout comme ça. Elle n'a pas de contraste, c'est-à-dire que si je prends la mesure de lumière de ce côté-là du champ ou de ce côté-là du champ, je vais avoir la même mesure de lumière, parce que la variation de distance est très faible par rapport à la variation de distance de la distance Terre-Soleil. Et c'est la variation de distance entre la source côté gauche et la source sujet côté gauche et la source sujet côté droit qui va vous donner le contraste de l'éclairage, c'est-à-dire une perte de luminosité ou chose comme ça. Alors que la dureté ou la douceur, ça va être la taille angulaire de la source. Donc d'un côté, moi j'ai le soleil, et puis de l'autre côté, j'ai un écran qui fait à peu près un écran réflecteur, diffuseur, qui fait à peu près 1 mètre carré de surface. C'est même plus que ça, de faire, je sais pas, 1m20 par 1m20, ou quelque chose comme ça, je ne l'ai pas mesuré. Et qui est placé très très proche de moi. Et de façon à... Et donc du coup, lui, il reçoit la lumière du soleil, et puis il rediffuse de la lumière de ce côté-là, de façon à ce que je n'ai pas le côté complètement dans l'ombre. Lui, c'est une lumière qui est très douce, parce qu'elle a une grande surface. Parce qu'elle devient lumière, elle devient source de lumière une fois qu'elle a reçu la lumière du soleil, et tout comme ça, elle renvoie la lumière d'une certaine façon, dans toutes les directions, donc elle devient source de lumière elle-même. Et donc, vu du sujet, vu de moi, c'est ça qui compte, et pas ce qui l'éclaire. Parce qu'elle diffuse, elle transforme la lumière, elle diffuse la lumière. Donc, une source, plus une source est proche du sujet, plus elle est douce et angulairement étendue. C'est parce qu'elle est angulairement étendue qu'elle est douce, d'accord ? Mais plus elle est contrastée, c'est-à-dire que on va déceler une variation de luminosité entre le côté gauche et le côté droit de votre cadre et du champ éclairé
par la source. C'est pour ça que quand on fait des photos de tableau, par exemple, quand on fait des photos de tableau, on fait un éclairage avec deux sources à 45 degrés de chaque côté, de façon à ce que la perte de puissance de la source droite vers le côté gauche soit compensée par la perte de puissance de la source gauche du côté droit. Vous voyez, ça s'équilibre, c'est-à-dire chacune va avoir un apport de lumière qui va s'additionner et qui en total va donner un profil plat, un spectre plat. Voilà. Dans cette idée-là, une source de lumière peut être 2 fois plus grande, 5 fois plus grande, 10 fois plus grande que l'objet. C'est-à-dire que moi j'ai assisté à des photos de packshot, des photos d'objets pour la publicité. Hein. Quand j'étais gamin, je portais les valises pour un photographe professionnel. Donc j'ai regardé, j'ai appris, et ainsi de suite, quoi. C'est pour ça que j'ai vu comment était son métier et j'ai fait un autre métier parce que la photo c'est une passion, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Si vous voulez devenir photographe professionnel en disant ah je vais vivre en vendant des photos, il y a 3 mots importants, enfin 4, vivre, vendre et photo. Et c'est dans cet ordre-là que vous allez pratiquer. C'est vous, tant que vous êtes là, il n'y aura pas d'autre choix. Vivre, c'est ce que vous voulez faire. Vendre, c'est le moyen. Les photos, c'est ce que vous allez essayer de vendre. Et vous allez passer un temps fou à convaincre le client que vous méritez le prix que vous demandez. Et moi, c'est une relation client que je déteste. Donc, je fais autre chose. Donc, plus une source est grande, donc une source peut être 5 à 10 fois plus grande. Moi, j'ai vu photographier avec des boîtes à lumière de 1 mètre carré, des boîtes de petits pois. Donc, vous voyez la taille d'une boîte de petits pois, vous en mettez 50 dans le truc. Voilà. Par contre, plus une source est loin, plus elle est dure, et moins elle est contrastée. Voilà, parce que tout simplement, le rapport des distances entre le côté gauche et le côté droit du cadre est faible. Le contraste d'un éclairage, c'est l'aptitude à perdre de la puissance dans le champ. Voilà. Un éclairage très contrasté va perdre rapidement de la puissance dans le champ, c'est-à-dire que ça va éclairer beaucoup d'un côté et puis très peu de l'autre. Et inversement, un éclairage sans contraste va avoir aucune différence de puissance gauche-droite, voilà. Et pour certains produits, on va chercher, suivant le rendu que l'on veut faire, hein, on va trouver des moyens de faire un éclairage contrasté ou pas. Voilà, il va de soi que si vous photographiez un tableau, par exemple, si vous photographiez un tableau, vous ne faites pas une photo artistique, vous reproduisez un objet qui est lui-même déjà une œuvre artistique. N'essayez pas de faire de l'art avec de l'art. Voilà, normalement. Il va de soi que vous allez chercher un éclairage qui va restituer au mieux l'objet et pas l'altérer avec des prétentions artistiques. Voilà. Après, si vous voulez faire des natures mortes, donc des mises en scène d'objets, finalement, des mises en scène d'objets, là vous créez de A à Z votre objet et vous créez de A à Z votre sujet photographique, hein, votre bouteille de vin, votre bougeoir, votre tasse de vin, vos 2 verres œnologues. Voilà, il y a des gens qui peuvent passer des jours à monter un décor, une nature morte pour, on déclenche 1/100 de seconde et voilà, c'est fait. Vas-y Coco, tu démontes tout, on passe à la suivante. Ça se respecte. Hein. Mais on peut dire que celui qui fait ça crée son œuvre, crée sa photo, et peut se permettre tout ce qu'il veut. Et dans l'autre cas, le packshot, choses comme ça, vous faites de la photo technique d'enregistrement, et donc vous cherchez une perfection technique. Donc c'est bien un domaine, c'est pour ça que la vidéo risque d'être un peu longue, c'est bien un domaine qui
demande de l'investissement en temps et en technicité pour obtenir ce que l'on veut. Et ça dépend à quel niveau vous voulez aller. Donc le contraste d'éclairage, on a vu, c'est l'aptitude à perdre de la puissance dans le champ. Alors on peut utiliser des réflecteurs, hein. Alors parce que la photo d'objet, c'est le règne de la bidouille et de la bricole. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que ça ne se voit pas dans le champ, et ainsi de suite. Et voilà, donc les réflecteurs, vous pouvez faire ça avec de l'alu, alors l'alu ménager, hein, celui qui sert à faire les papillotes. Hein. Il y a un côté qui est brillant, il y a un côté qui est mat. Bon, vous mettez ça sur une plaque de carton, un truc comme ça, vous en faites un côté dans un sens, un côté dans l'autre avec du scotch, et puis ainsi de suite, et vous allez avoir un alu brillant d'un côté, un alu mat de l'autre, vous pouvez le froisser, le défroisser, et ainsi de suite, pour texturer la lumière que vous allez renvoyer. Vous pouvez prendre, alors un truc qui marche très bien, c'est le polystyrène blanc bien sûr, ça sous-entend, parce que il a une bonne colorimétrie, le polystyrène blanc, et donc ça fait des très jolis réflecteurs pour la photo d'objet bien sûr, et puis bien sûr le portrait après, le portrait finalement c'est la même problématique que la photo d'objet et la nature morte, sauf que on peut parler au modèle. Voilà, mais grosso modo, c'est de la photo du studio, c'est de la photo artistique, c'est de la photo où on peut manipuler le sujet ou pas, et ainsi de suite. C'est la même problématique, en fait, avec les mêmes soucis d'éclairage, avec le même matériel. On utilise le même matériel. Simplement, là, la dimension du portrait de studio, on s'attend à une très faible variation des dimensions des sujets potentiellement photographiés. Donc le matériel est adapté à ça. Alors pour les objets brillants, type argenterie, bijoux, tout ce qui brille comme un miroir de bordel. Il faut faire attention à ça, parce que, et notamment pour tout ce qui est argenterie et choses comme ça, vous avez, parce que ça se comporte comme un miroir, optique, hein, et les surfaces bombées convexes jouent le rôle de lentilles divergentes, et il faut faire extrêmement attention à sa profondeur de champ, parce que on voit tout dedans. On va voir toute la pièce, les éclairages, les choses comme ça, et donc il faut faire très très attention à ça. Surtout quand vous faites la visée et la mise au point à pleine ouverture, ça vaut le coup de faire une photo de vérification, d'aller fouiller dedans et d'aller voir les reflets pour voir si on ne voit pas l'assistant qui aurait qui aurait un pull de couleur très reconnaissable, choses comme ça. Dans les photos que je vais mettre, les rares natures mortes que j'ai fait, là, parce que ça, je suis à peu près sûr de les avoir, non. J'ai des photos de billes ou d'aimants, le petit carré bleu qu'on voit au fond, ou la tache rouge, je me souviens plus, c'est moi, c'est mon polo, parce que c'est très brillant, c'est très poli, ça a une fonction optique, et du coup, je me vois dans la photo. Alors, il faut assumer, hein, c'est ça. Sinon, il y a le retardateur, et puis vous mettez le retardateur, vous quittez la pièce, vous fermez la porte, et puis pouf, et vous espérez ne pas être gaulé en train de passer la porte, ou choses comme ça. Donc il faut faire attention à la profondeur de champ et à la netteté des reflets. Voilà. Je pense que ça va conclure cette vidéo qui est déjà bien longue sur la photo d'objet. Donc, comme d'habitude, soyez éco pour essayer, comprendre et optimiser. Et donc, essayez, si vous voulez essayer, d'abord, c'est ce que vous en avez besoin. Mais si vous en avez besoin, essayez d'abord, avant que ça devienne un besoin impérieux. Donc le plus simple pour essayer, pour se rapprocher, si votre appareil ne permet pas de vous rapprocher suffisamment des objets comme vous voulez, eh bien c'est d'acheter une bonnette d'approche.
La bonnette d'approche va être abordée dans la macro, qui est la vidéo suivante. Et avant d'attaquer des solutions plus lourdes et plus chères, puis vous essayez de comprendre, et puis vous optimisez après si vous apercevez que vous en avez besoin, que ça vous plaît, et ainsi de suite. Essayez, comprendre, optimiser, voilà, c'est le seul moyen de progresser. Sortez, faites des photos, au revoir.